La Corée du Sud a découvert un gisement massif d'une argile spéciale appelée Illite, la plus grande réserve connue de ce type sur Terre. Elle pourrait aider à dépolluer l'eau et les sols, améliorer l'agriculture et servir dans des domaines comme les cosmétiques et les matériaux de construction. En clair, cela pourrait signifier des lieux de vie plus propres et de meilleurs produits du quotidien, comme les cosmétiques, les produits chimiques, les peintures, les plastiques et bien d'autres. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que l'Illite a de si spécial? Ce n'est pas rare comme l'or ou le lithium, et ça n'a rien de spectaculaire. Ça ressemble davantage à de la terre ordinaire, mais une version très particulière. Voyez ça comme une argile naturelle, ultra fine, aux propriétés assez inhabituelles. Elle agit comme un filtre naturel, une sorte d'éponge capable de piéger les substances nocives. Par exemple, elle peut absorber les métaux lourds, réduire les produits chimiques nocifs et même combattre les bactéries. Elle pourrait aussi éliminer les odeurs et émettre de la chaleur infrarouge lointaine. C'est une chaleur douce, invisible mais perceptible. C'est pourquoi on la qualifie parfois de minéral mystérieux. Ce minéral argileux se forme lentement dans des endroits comme les fonds de lacs ou les sédiments fluviaux. On le trouve enfoui sous des couches de roches. Ce n'est ni brillant ni métallique, ça ressemble juste à de la terre. Mais à l'échelle microscopique, son comportement est très différent. Si le sable ordinaire est comme un tas de billes, lisse et peu réactif, l'Illite ressemble à un empilement de feuillets collants avec une grande surface de contact. Et ces minuscules couches peuvent capturer d'autres particules et ions. Imaginez de l'eau polluée s'infiltrant dans le sol. Les métaux lourds se dispersent facilement et se fixent partout, causant des problèmes sur leur passage. L'Illite agit comme une paroi filtrante. Elle ne fait pas que les bloquer. Elle les attire et les retient à sa surface. C'est cette propriété qui intéresse tant d'industries. En dépollution, elle agit comme une couche de détoxification naturelle, piégeant les métaux indésirables avant qu'ils ne se propagent. En construction, elle entre dans les matériaux pour les rendre plus solides ou plus stables. En agriculture, on l'ajoute au sol et aux engrais pour favoriser la croissance des plantes. Et dans l'alimentation animale, comme additif naturel pour garder les animaux en bonne santé. En cosmétique, les fines particules d'argile captent les saletés et le sébum. C'est comme les masques qui extraient les impuretés de la peau. Et dans l'industrie, l'Illite peut être incorporée aux produits pour modifier leur réaction à l'humidité, aux substances chimiques ou à la chaleur. Voici un exemple parmi tant d'autres. Des études montrent que les germes de soja cultivés avec de l'Illite contiennent plus de nutriments, environ 1,9% de vitamine C en plus et 11,2% de minéraux supplémentaires par rapport aux germes classiques. Ça vous semble peut-être peu, mais en agriculture, même quelques pourcents d'amélioration, c'est énorme. Bref, cet énorme gisement d'Illite a été découvert dans le comté de Yaodong, dans la province du Chungcheong du Nord. Et la quantité totale atteindrait environ 104,5 millions de tonnes. C'est littéralement une montagne de ressources cachées sous terre. Par exemple, la plupart des grands gisements d'argile dans le monde font environ 5 millions de tonnes. Celui-ci est donc environ 20 fois plus grand. Même les gisements célèbres dans des pays comme la Chine n'atteignent que quelques millions de tonnes, et celui-ci les éclipse totalement. C'est pourquoi le comté de Yeongdong veut transformer l'extraction de l'Illite en véritable industrie. L'idée n'est pas juste de l'extraire et de la vendre, mais de bâtir tout un système autour. Je veux dire, créer des normes officielles et des contrôles qualité. Les scientifiques ont exploré la zone en forant 28 trous profonds dans le sol. C'était comme planter des pailles géantes dans la terre pour voir ce qu'il y a dedans. À leur grande surprise, ils ont trouvé un matériau de très haute qualité. Environ 2/3 se situaient dans la plage idéale. C'est la zone où le minéral est particulièrement pur et utile. À certains endroits, la roche contenait jusqu'à 98% d'Illite. Imaginez trouver du chocolat presque pur dans un gâteau au chocolat. Oula, maintenant j'ai faim. On peut voir l'Illite comme un outil. L'idée, c'est qu'elle pourrait aider à dépolluer, en particulier l'eau et les sols. Quand de l'eau sale traverse un sol pollué, elle transporte des substances nocives. L'Illite capte ces métaux et les piège comme un aimant attire la limaille de fer. Une fois piégée,
Les polluants ne peuvent plus se propager. C'est pourquoi les chercheurs s'y intéressent tant. Cette argile pourrait résoudre de nombreux problèmes, comme dépolluer des terrains contaminés ou améliorer la qualité de l'eau, là où l'industrie a laissé des dégâts. Imaginez la pollution comme de la peinture renversée dans l'eau et le sol. Dans ce cas, Lilith agit comme un immense chiffon absorbant qui éponge une partie du désordre avant qu'il ne se propage. Mais entrons dans les détails. En 2026, le comté de Yeongdong a publié les résultats d'un long projet de recherche mené avec l'Institut coréen des géosciences et des ressources minérales. Ça a pris environ 2 ans, de 2024 à 2026, et a nécessité un travail de fond considérable. Forer des trous profonds dans la terre, scanner le sous-sol comme un scanner médical, puis construire un modèle 3D de ce qui se trouve sous la surface. Les résultats, comme vous le savez, ont dépassé toutes les espérances. La Corée du Sud a investi environ 23 milliards de won, soit environ 15,5 millions de dollars, dans un centre spécial de recherche et d'industrie. L'objectif ? Tester, normaliser et développer de nouveaux produits à base d'Ilith de manière contrôlée. Ils cherchent aussi à collaborer avec des groupes scientifiques internationaux, comme la Clay Mineral Society aux États-Unis, pour créer des normes mondiales définissant ce qu'est une Ilith de haute qualité. Toute cette idée de minéral miracle vert dépend vraiment de la technologie. En labo, l'Ilith semble extraordinaire. Elle dépollue l'eau, piège les métaux et améliore les sols. Mais la réalité est bien plus compliquée. Un lot d'Ilith peut fonctionner parfaitement et un autre échouer, simplement parce que les grains sont légèrement différents ou qu'il y a de minuscules impuretés. C'est pourquoi les normes et la certification comptent autant. Sans elles, c'est comme vendre des médicaments sans contrôle de dosage, risqué et imprévisible. Il y a aussi le problème d'échelle. Pour l'instant, la production reste très faible. Selon les rapports, la production locale était d'environ 2000 tonnes en 2024 et a chuté à environ 665 tonnes en 2025. Comparez ça aux 104,5 millions de tonnes estimées sous terre. Le gisement est immense et le transformer en quelque chose d'utile à grande échelle est un vrai défi. Et n'oublions pas que l'exploitation minière implique toujours de creuser, déplacer de la roche, créer de la poussière, faire tourner des machines lourdes et consommer de l'énergie. Des camions doivent transporter le matériau et des usines doivent le raffiner. Tout cela a un impact très négatif sur l'environnement. L'Ilith en vaut-elle vraiment la peine ? Pour en juger, il nous faut des données claires, de vrais rapports d'impact environnemental et des plans précis de restauration des terres après extraction. Et un suivi transparent de la destination réelle du matériau. L'Ilith provient de couches peu profondes. On n'a donc pas besoin de creuser des mines profondes et on peut l'atteindre relativement près de la surface. Mais les ouvriers utilisent quand même des machines lourdes pour l'extraire. Ils cassent d'abord l'argile en gros morceaux, puis la broient en poudre très fine pour que différentes industries puissent l'utiliser. Après le broyage, ils nettoient le matériau. L'argile naturelle contient toujours d'autres éléments comme le sable, le quartz et le feldspath. Alors ils éliminent ces parties indésirables pour améliorer la qualité. Ensuite, la poudre est raffinée. Sa couleur et sa texture peuvent être ajustées. Et elle peut être rendue plus fine pour la cosmétique, la construction ou l'industrie. Pour un traitement plus avancé, les ingénieurs chauffent le matériau afin d'éliminer les bactéries ou les organismes indésirables. Ils utilisent aussi des traitements chimiques légers pour modifier les propriétés de l'argile. Par exemple, pour en extraire des éléments utiles aux engrais. Parfois, ils modifient la surface des particules pour que l'argile se mélange mieux à d'autres matériaux et produits, comme les charges ou les soins pour la peau. Pour obtenir l'Ilith la plus pure, les scientifiques la mélangent à de l'eau propre et la séparent par taille de particules. Les plus petites, généralement inférieures à 2 micromètres, se déposent ou se séparent différemment. Et ce sont précisément ces minuscules particules qui contiennent l'argile la plus riche et la plus utile. Des scientifiques viennent de découvrir que la croûte terrestre sous la mer de Marmara émet des signaux sismiques qui ressemblent exactement à ceux qui précèdent un séisme majeur. Un séisme capable d'ébranler des côtes entières et de propulser des vagues vers des villes densément peuplées.
Pendant des années, les scientifiques se sont concentrés sur les ruptures visibles à la surface, parce qu'elles étaient faciles à mesurer et à cartographier. Mais aujourd'hui, ils ont dressé une carte détaillée d'un immense système de failles sous le fond marin. La Méditerranée se trouve déjà à un carrefour dangereux, où d'énormes plaques tectoniques se rencontrent. Ces plaques poussent, frottent et s'étirent les unes contre les autres, et ce mouvement constant génère un stress colossal. La croûte s'amincit avec le temps, et une croûte plus fine absorbe beaucoup moins bien les contraintes. Le stress s'accumule, la pression monte, et les signaux venus des profondeurs montrent que certaines parties de ce système de failles ont commencé à bouger de manière inhabituelle. La nouvelle carte révèle que les futurs grands séismes pourraient se déclencher aux frontières entre les sections les plus fragiles et les plus résistantes de la croûte, ou le long des bordures de zones à forte résistivité. Ils ont identifié l'un des endroits les plus probables, sous la mer de Marmara. Ce qui rend cette découverte si impressionnante, c'est l'échelle. Les failles du fond marin forment de longs corridors où l'énergie peut s'accumuler pendant des décennies, voire des siècles. Les scientifiques avertissent que cette configuration est exactement celle qui peut produire un super séisme. Un événement sismique massif capable d'ébranler de grandes villes côtières et potentiellement de générer des tsunamis. Un tsunami se forme quand le fond marin se déplace verticalement et déplace d'énormes quantités d'eau. Donc, c'est tout à fait plausible dans ce contexte. L'eau libérée se propage vers l'extérieur en vagues puissantes, capables de traverser des mers entières. La Méditerranée compte des dizaines de littoraux densément peuplés, donc ça pourrait affecter des millions de vies. Justement, zoomons sur Istanbul, la ville la plus grande et la plus peuplée de Turquie. L'énorme faille située juste en dessous ne se comporte pas du tout comme les scientifiques le pensaient. Pendant des années, les experts ont étudié la faille principale de Marmara, une branche de la faille nord-anatolienne qui passe sous la mer de Marmara, et ils craignaient qu'elle ne se rompe d'un seul coup en une rupture monstrueuse. Ce genre de cassure pourrait déclencher un méga-séisme de magnitude 7,5 ou plus. Mais quand les scientifiques ont lancé des simulations informatiques détaillées couvrant plus de 10 000 ans de cycle sismique, ils ont observé autre chose. La faille ne se comporte pas comme une immense fermeture éclair prête à s'ouvrir d'un coup. Elle ressemble plutôt à une rangée de carreaux connectés qui se brisent par section. Et la raison se trouve à des kilomètres sous le fond marin. Ça s'appelle la rhéologie. En gros, c'est comment les matériaux se déforment sous la contrainte, comment les roches plient, s'étirent ou cassent quand on les comprime fort. Sous le centre de la mer de Marmara, d'énormes couches de boue compactées, de sable et de débris reposent sur une croûte plus chaude. Dans ces couches supérieures, les sédiments se déforment généralement lentement et régulièrement, surtout à faible profondeur où la pression et la chaleur interagissent de manière spécifique. Plus en profondeur, les températures élevées affaiblissent les roches. La roche chaude se déforme plus facilement que la froide. Cette chaleur agit comme un frein intégré qui limite la distance de propagation d'une rupture dans la croûte. Quand les chercheurs ont modélisé le cycle sismique en 3D, ils y ont intégré des mesures de flux de chaleur, des données de friction et des détails structurels, puis ont simulé des milliers d'années d'activité. Quand ils ont pris en compte à la fois l'épaisseur des sédiments et les différences de température, le modèle a enfin collé avec l'histoire, y compris les puissants séismes de 1766 et 1912. Et aucun des événements simulés n'a dépassé une magnitude de 7,3. Ce niveau de secousse peut effondrer des bâtiments, fracturer des infrastructures et provoquer des glissements de terrain. Mais c'est bien différent du scénario catastrophe d'une rupture continue d'un bout à l'autre de la côte. En fait, les différentes sections se comportent de manière différente. Les segments occidentaux produisent des séismes plus réguliers, avec des événements de magnitude 7,2 environ tous les 150 ans. Les sections orientales génèrent des doubles séismes plus petits, des événements successifs entre magnitude 6,2 et 6,8 environ tous les 100 ans, et un séisme de magnitude 7 environ tous les 500 ans. Certaines parties de la faille ne cassent pas du tout, elles glissent. Les scientifiques appellent ça le blissement superficiel, quand la faille coulisse sans produire de séisme majeur. Ça relâche la tension en douceur, un peu comme quand on laisse l'air s'échapper d'un ballon au lieu de le faire éclater. Les mesures GPS et les essaims de petits séismes répétitifs au cours des 20 dernières années confirment ce glissement lent près du bassin central. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Istanbul, une ville de plus de 15 millions d'habitants, assise pratiquement sur ce système ? Un séisme de magnitude 7 ou 7,3 près de la ville pourrait quand même secouer des quartiers entiers,
surtout si deux événements puissants frappent coup sur coup. Les infrastructures, les bâtiments anciens et les quartiers denses sont les plus exposés. La faille n'a pas produit de rupture majeure dans cette section depuis 1894, ce qui signifie plus de 130 ans de contraintes accumulées. Les simulations montrent que des événements majeurs pourraient survenir dans les prochaines décennies. Et puis il y a Santorin, où plus de 28 000 séismes se sont produits en quelques mois seulement, début 2025. La plupart des secousses étaient faibles, mais certaines ont atteint une magnitude de 5, fissurant des murs, mettant les nerfs à rude épreuve et forçant les autorités à fermer des écoles et évacuer des zones de l'île. Et il ne s'agissait pas simplement de plaques tectoniques qui frottent comme d'habitude. Cet essaim se déplaçait. Les épicentres ont migré progressivement vers le nord-est, en direction du volcan sous-marin Colombo, à environ 8 km au large. Cette migration a indiqué aux scientifiques que du magma était en mouvement. Les chercheurs ont estimé qu'environ 300 milliards de litres de magma, de quoi remplir à peu près 120 000 piscines olympiques, ont surgi des profondeurs, à environ 18 km sous la surface. Il est monté rapidement, puis s'est bloqué à environ 3 à 4 km sous le fond marin. Et tout ça se passait le long de l'arc hellénique, l'une des zones de subduction les plus actives d'Europe, là où la plaque africaine plonge sous la région eurasienne. Les séismes migrent souvent dans cette zone, vers les îles voisines. L'histoire le confirme. Les tremblements de terre d'Amorgos, en 1956, ont provoqué des secousses massives et un tsunami dans toute la région. Alors quand 28 000 secousses illuminent le réseau, on fait attention. Cet épisode a changé la compréhension des essaims volcaniques. Maintenant, ils savent que le magma peut fracturer des kilomètres de croûte, remodeler des réservoirs souterrains sans jamais atteindre la surface. Il peut charger le système pour l'avenir sans appuyer sur la gâchette aujourd'hui. Et c'est important, parce que quand le magma bouge comme ça, il modifie les champs de contraintes souterrains et la façon dont les futurs séismes pourraient se développer. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont désormais des outils de surveillance impressionnants, fournissant des données sismiques en temps réel. Des capteurs sous-marins et des mesures de gaz près des évents volcaniques sont intégrés dans des modèles de risque combinés. Si le magma recommence à accélérer vers la surface, les chercheurs le verront et agiront. Et il y a une autre idée audacieuse en matière d'alerte au séisme et au tsunami. Utiliser les câbles Internet sous-marins à cette fin. Près d'1,5 million de kilomètres de ces lignes en fibre optique posées sur le fond marin transportent des données. Mais les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent aussi détecter d'infimes variations des signaux lumineux causés par les vibrations sismiques. En termes simples, quand le sol tremble, le câble le ressent. Et ça pourrait être incroyablement utile, parce que prévoir les séismes, même sur Terre, c'est compliqué. Dans l'océan, ça semblait quasiment impossible, vu qu'on ne peut pas facilement disperser des milliers de capteurs sur le fond marin. Mais ces câbles sont déjà là, ils traversent des fosses profondes et des plateaux continentaux. Si les chercheurs les utilisent comme capteurs, ils peuvent surveiller les mouvements tectoniques en temps réel, sur d'immenses zones. Pour une région comme la Méditerranée, avec ses failles cachées, ses volcans actifs et ses côtes surpeuplées, ce système pourrait offrir de précieuses secondes ou minutes d'alerte. Quelques secondes, ça paraît peu, mais une alerte précoce permet au train de s'arrêter, aux conduites de gaz de se couper et aux gens de s'éloigner du danger immédiat. Le projet d'utilisation des câbles à fibre optique pour le fond marin, ou FOCUS en version abrégée, n'a encore alerté personne sur une vraie catastrophe. Mais il a eu 2 fausses alarmes. Il a réagi à un glissement de terrain sous-marin et à des sacs de lest qui ont appuyé sur les câbles. Ça prouve que le système fonctionne et pourrait sauver des vies en cas de danger réel, surtout dans des régions vulnérables comme la Méditerranée. Elle a façonné des civilisations pendant des milliers d'années, et aujourd'hui, la science révèle qu'elle continue de se façonner elle-même. On ne peut pas arrêter les plaques tectoniques ni refroidir les chambres magmatiques, mais on peut comprendre les schémas, réduire la vulnérabilité et concevoir des villes plus intelligentes. De l'extérieur, la surface de ce lac ressemble au reste d'une catastrophe. Des troncs d'arbres vides émergent des eaux turquoises. Le lac est entouré de montagnes, ce qui en fait un endroit calme, mais inquiétant. Mais ceux qui osent nager sous ces eaux dangereuses vont bientôt découvrir un tout nouveau monde. Ce n'est pas le début d'un conte de fées. C'est l'histoire réelle du lac Kaindi, situé à Sati, au Kazakhstan. En 1911, un tremblement de terre a provoqué un important glissement de terrain à cet endroit. La vallée ainsi formée s'est remplie d'eau de pluie, submergeant pratiquement la forêt.
Les arbres situés au-dessus des eaux peuvent sembler bien tristes, mais sous la surface, ils rappellent une forêt sous-marine. Comme les eaux sont cristallines la plupart du temps, tu peux toujours voir cette vue fascinante même depuis les rives. L'eau glacée du lac complique les choses et peut parfois s'avérer dangereuse. Sans oublier les algues, les plantes et les arbres immergés qui peuvent rapidement devenir des obstacles potentiellement dangereux. J'aime bien les bains chauds et fumants, mais ce lac bouillant dont je vais te parler appartient plutôt à la catégorie des rêves terrifiants. Il est situé sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, et ses eaux ont une température comprise entre 82 et 92 degrés Celsius. Et ce n'est que sur le bord, car personne n'a jamais osé atteindre le milieu du lac pour mesurer sa température au centre. Il est vrai que la chaleur peut baisser de temps en temps, mais on ne sait jamais quand ces eaux peuvent recommencer à bouillir. L'endroit est également dangereux en raison des gaz qu'il dégage, comme le dioxyde de carbone. L'odeur n'est pas agréable, crois-moi, mais c'est surtout à cause du soufre présent dans l'air vaporeux. Ce lac, apparemment calme, recèle également une dangereuse surprise. Le lac Monoun est situé dans la province de l'Ouest, au Cameroun. C'est l'un des rares lacs en éruption sur toute la planète, semblable à un volcan. Et la plupart du temps, il le fait sans aucun avertissement. Sa dernière éruption remonte à 1894, date à laquelle il a causé de sérieux dégâts. Le mécanisme chimique de ces lacs fonctionne comme une canette de soda que l'on secoue avant de l'ouvrir. Des gaz dangereux se trouvent au fond des eaux, si bien que toute perturbation à la surface peut déclencher leur éruption. Le lac Natron, en Tanzanie, est peut-être beau à regarder en raison de sa couleur particulièrement rougeâtre. Mais ce n'est certainement pas un endroit où l'on a envie de se baigner. Si l'eau est extrêmement salée, elle se combine également avec des algues, qui, soit dit en passant, sont responsables de la coloration. Et ce n'est même pas ce qu'il y a de plus risqué. Le lac Natron a des niveaux de pH si élevés qu'ils deviennent corrosifs. Si tu mouilles un morceau de tissu teint dans ce lac, il sera bientôt dépourvu de sa couleur. Ces niveaux élevés d'acidité peuvent également causer de sérieux problèmes à la peau humaine. Tout n'est pas mauvais pour certaines créatures, car le lac Natron est le seul endroit où vivent plus de 2,5 millions de petits flamants roses. Ces eaux acides et saumâtres assurent leur survie. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aiment rester dans les parages. Le risque que représente le lac Nicaragua est moins lié à la chimie qu'à ses habitants. Situé à la frontière du Costa Rica et du Nicaragua, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. À première vue, tu ne penseras pas qu'il peut être dangereux. Mais à cause des requins taureaux qui l'habitent, je te déconseille de t'y baigner. Les requins ont tendance à être des créatures imprévisibles et parfois intimidantes. De plus, ils sont prêts à tout manger si nécessaire. Les scientifiques ont d'abord cru que cette espèce de requin se trouvait uniquement dans ce lac. Mais ils ont vite découvert que des gens avaient vu les mêmes requins dans la mer des Caraïbes. Ces créatures étonnantes traversent non seulement une distance de plus de 193 km pour arriver jusqu'ici, mais peuvent également s'adapter à l'eau douce, ce que tous les poissons ne peuvent pas faire. Le grand trou bleu du Belize peut sembler séduisant pour les plongeurs. Je veux dire qu'il est d'un bleu magnifique et qu'il est assez proche du continent, à environ 100 km. Le problème est que sous la surface de ces eaux tranquilles se trouve une série de tunnels complexes qui contiennent de nombreux types de coraux et d'autres espèces sauvages. Ce sont ces grottes qui rendent la plongée dans le grand trou bleu compliquée. De plus, les spécialistes ont découvert qu'en s'enfonçant dans les eaux, les créatures sont de moins en moins nombreuses. Pourquoi ? À cause d'une couche cachée de sulfure d'hydrogène qui s'étend sur toute la largeur du gouffre. Comme il n'y a pas d'oxygène, aucune créature ne peut survivre à cette profondeur. Le lac Lanier est le plus grand lac de l'État de Géorgie. Il accueille chaque année un grand nombre de visiteurs, environ 11 millions, soit à peu près autant que le musée du Louvre à Paris. Malgré sa popularité, de nombreux accidents se produisent sur ce lac et personne ne sait exactement pourquoi. L'une des explications pourrait se trouver sous la surface de ce lac mystérieux. On y trouve beaucoup de débris et de gravats, ainsi que des objets jetés au hasard, comme des bateaux, des chaises de jardin et même du fil de pêche. Tout cela crée une course d'obstacles sous-marine difficile. Avec en plus une faible visibilité à la surface du lac, cet endroit peut devenir dangereux à naviguer. Le Grand Prismatic Spring, situé dans le parc national de Yellowstone, qui s'étend sur les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho, est un autre exemple de lac où l'on a l'impression que quelqu'un a fait un montage Photoshop avec les montagnes. Il est totalement interdit de se baigner ici.
Il fait 87 degrés Celsius au centre, presque proche de l'ébullition. Et l'anneau le plus extérieur atteint environ 55 degrés, d'où les couleurs. Comme le centre de l'eau est bien trop chaud pour que la vie puisse s'y développer, rien ne trouble la surface. L'absence d'organismes vivants crée ce bleu vif qui semble presque peint. Sur la petite île méditerranéenne de Chypre, il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. C'est pourquoi certains plans d'eau deviennent si secs qu'à certains endroits, ils sont recouverts d'une couche de sel cuit. C'est le cas du lac salé de Larnaca. Ne te laisse pas tromper par ce paysage sinistre. Ces terres peuvent facilement devenir un piège. En effet, il est facile de confondre une surface sèche avec une fine couche de sel qui recouvre de l'eau ou de la boue. De plus, sous la croûte se trouvent des cristaux de sel qui peuvent causer des problèmes de peau. Le trou de Samaesan est l'un des endroits les plus dangereux pour se baigner dans toute la Thaïlande. C'est parce qu'il est très profond, jusqu'à 85 mètres, et devient extrêmement sombre. À certains endroits, lorsque les plongeurs descendent, ils peuvent même atteindre des endroits où la visibilité est nulle. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens soient désorientés et ne parviennent plus à trouver leur chemin vers le haut. Le plus grand lac d'Afrique et le troisième plus grand lac du monde s'appelle le lac Victoria. Toutes ces eaux ne sont pas dangereuses pour l'homme, mais certaines régions peuvent rapidement poser des problèmes. Pourquoi ? En partie parce qu'il possède son propre système météorologique indépendant, et cela rend le temps vraiment peu fiable. Il peut passer de clair et ensoleillé à épouvantable en quelques secondes. Je veux dire, qui voudrait se retrouver à nager au milieu d'une tempête, n'est-ce pas ? Le lac Poustoye est situé en Sibérie. Donc je suppose que je n'ai pas besoin de te dire que ces eaux sont extrêmement froides. Mais si tu regardes le lac, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces eaux. Est-ce complètement vrai ? Très probablement pas. Et les gens ont tendance à éviter de se baigner ici à tout prix, même s'ils peuvent résister aux eaux glaciales. Alors, qu'est-ce qui rend le lac Poustoye si mystérieux et dangereux ? Eh bien, rien ne semble vouloir vivre ici, et les scientifiques n'ont pas encore découvert pourquoi. Ils ont essayé de remplir le lac avec de nombreux types de poissons et diverses espèces de plantes pour voir s'ils pouvaient survivre dans les eaux, mais les résultats ont été décevants. Comme nous ne savons pas exactement pourquoi il est si difficile de survivre ici, ne cours pas encore chercher ton maillot de bain. Il est préférable que tu restes à l'écart. Pigé, tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois. Partons à la découverte d'une ville entourée de montagnes et de forêts au nord de l'État de New York. Cette ville, Lake George, est située au bord d'un grand lac. Beaucoup de gens s'y rendent pour pêcher, faire du bateau et d'autres activités aquatiques. Tu peux y croiser de nombreux pêcheurs, des athlètes et ce gars qui crie sur la rive du lac. Lake George est l'un des endroits les plus populaires au nord de... Attends une seconde, quoi ? Un gars qui crie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien ça. Les gens s'approchent de la rive, se tournent vers le lac et les montagnes et se mettent à crier très fort. C'est assez bizarre vu de l'extérieur. Voilà un jeune homme qui crie, puis il part. Une fille prend sa place. Elle crie, puis te propose de faire la même chose. Ok. Tu prends sa place, tu te tournes vers le lac et tu cries. Waouh! Tu entends l'écho de ta voix. C'est comme si tu avais crié dans un mégaphone géant. Ton cri est distordu. C'est incroyable. Tu t'approches encore de la rive et tu cries une deuxième fois. Mais cette fois, plus rien. Tu t'entends crier normalement. Tu te remets exactement au même endroit qu'auparavant et là, ça remarche. Tu entends encore une fois l'écho. Mais comment c'est possible ? Regarde où tu as mis tes pieds, te dit la fille. Tu te tiens sur une plateforme ronde en béton sur laquelle est gravée une boussole. Sur cette boussole, il y a une carte du lac. Dans le centre de cette carte, il y a 2 lignes de la boussole qui se croisent en formant un X. Tous ceux qui se placent exactement à cet endroit entendront un écho incroyable. C'est comme si ton cri passait par une autre dimension avant de revenir vers toi. Mais le mieux, c'est que les personnes qui sont juste à côté n'entendent rien. Ils te voient juste en train de crier normalement. L'écho ne se produit que si l'on est placé sur le X. Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer ce phénomène acoustique et à comprendre les causes de ce comportement des ondes sonores. Ils ne formulent que des hypothèses et des théories. La plateforme en béton est entourée par un petit mur en demi-cercle qui longe le lac.
Certaines personnes pensent que la voie rebondit sur ce mur en créant un effet particulier. On peut trouver ce genre de mur en demi-cercle dans de nombreux endroits, mais aucun ne crée un tel effet. Il y a une autre théorie selon laquelle les montagnes et l'eau créeraient cet écho. Une ancienne légende raconte qu'une créature magique est apparue à cet endroit. Elle aurait crié vers l'eau et sa sagesse résonne sur le lac depuis. Je crois plutôt que la voie rebondit sur le mur, mais bon, passons à la visite de l'endroit suivant. Un autre endroit incroyable. En Californie cette fois. Bienvenue sur le lac Berryessa. Approche-toi de la rive et regarde. Tout a l'air normal. La nature autour est luxuriante, l'eau est claire et calme. Mais il y a un trou énorme dans ce lac, par lequel s'écoulent chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de naturel, ni une porte de l'enfer. C'est le Glory Hole, et il a été créé par les êtres humains. Le lac Berryessa se situe là où se trouvait la ville agricole de Monticello. Au siècle dernier, les habitants ont construit une digue à côté du lac. Lors des saisons pluvieuses, l'eau s'accumulait et débordait de la digue. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont créé ce grand trou. Pour te donner une idée de sa taille, imagine une fourmi qui se balade sur le bord de ta baignoire pendant que de l'eau s'écoule par le drain de celle-ci. Voilà, ce Glory Hole a la taille du trou de drainage pour la fourmi. L'eau est acheminée par un tunnel horizontal vers la baie la plus proche. Le Glory Hole est une attraction locale et il est visité par beaucoup de touristes. Déplaçons-nous dans les Caraïbes pour découvrir un autre lieu fascinant. Au milieu de la mer turquoise, sur l'une des îles paradisiaques, se trouve un lac unique. Toute la forme environnante ressemble à une plateforme en béton. Mais tu ne peux pas te baigner dans ce lac. Sa température est si élevée qu'il dégage de la vapeur. Cette eau n'est pas vraiment de l'eau, mais de l'asphalte liquide. Le lac Peach est le plus grand réservoir de bitume naturel au monde. Il atteint les 75 mètres de profondeur. Un avion de ligne pourrait s'y écraser en position verticale et y couler entièrement. Le lac n'a pas encore été étudié minutieusement. Il pourrait y avoir un creux dans la croûte terrestre situé sous le lac. Des gaz naturels et du pétrole passent par cette ouverture en se mélangeant avec l'eau. Puis, après plusieurs réactions chimiques, ce liquide se transforme en asphalte. On estime que ce lac contient 10 millions de tonnes de matière brûlante. En théorie, aucun être vivant ne peut se développer dans de telles conditions, mais les chercheurs y ont découvert une colonie de microbes. Cela signifie que la vie pourrait exister en dehors des conditions de notre planète. Il y a plusieurs lacs d'hydrocarbures sur la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan, qui ressemblent au lac Peach. Et si les formes de vie les plus simples existent dans ce lac d'asphalte, elles pourraient peut-être aussi survivre sur Titan. Encore un lac peu banal. Il se situe dans la région la plus sèche du monde. Il ne s'agit pas du désert avec ses dunes et ses plaines de sable infinies. Il s'agit de l'Antarctique. Une zone sèche n'est pas forcément une zone chaude. C'est une zone sans précipitation. Un lieu désert n'est pas un lieu chaud avec du sable, c'est un lieu sans vie. On retrouve ces caractéristiques dans certains coins de l'Antarctique. Il y fait tellement froid qu'une tasse de thé se congèle en 1 minute. Mais le lac qui nous intéresse ne gèle pas. C'est plutôt une mare d'ailleurs, car elle est petite et peu profonde. C'est une mare d'eau froide. Cette eau ne gèle pas, parce que le lac Don Juan, c'est son nom, est l'un des réservoirs les plus salés du monde et ce sel empêche l'eau de geler. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs ne savent toujours pas comment le lac s'est formé à cet endroit. Étape suivante, on part au sud de la Tunisie. En 2014, un lac étrange est apparu de nulle part, en plein milieu du désert. Personne ne sait exactement quand ce lac est né, car cette zone est peu peuplée. Les bergers de passage se sont aperçus les premiers de l'existence de ce lac. Ils en ont parlé aux habitants du coin. Quelques heures plus tard, des centaines de personnes se sont déplacées pour se baigner dans l'eau fraîche. L'endroit était devenu très populaire, mais quelques jours plus tard, un phénomène étrange s'est produit. L'eau était devenue vert foncé. Les habitants ne se sont pas inquiétés et ils ont continué à se baigner. Mais lorsque les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, ils ont immédiatement interdit la baignade.
Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'eau croupie. Ce lac ne se ressource pas grâce à des courants souterrains, ni grâce à la pluie. L'eau est d'abord devenue boueuse et sale, puis ensuite elle est devenue verte. Ce lac contenait des algues et de grandes quantités de bactéries dangereuses pour l'être humain. Les chercheurs ont aussi découvert des réserves de phosphate dans les environs. Cette substance peut se dégrader et devenir radioactive. Les habitants n'ont hélas pas pris les chercheurs au sérieux. Imagine que tu es en train de marcher dans le désert, sous un soleil intense, et d'un coup tu vois un lac vert bien frais. Difficile de résister. La naissance de ce lac reste un mystère. Certains experts pensent qu'il s'agit simplement d'un trou rempli d'eau de pluie. L'eau s'est probablement accumulée à l'ombre des pierres qui entourent le canyon. Mais selon une autre théorie, plus inquiétante, ce lac se serait formé à la suite d'un tremblement de terre. L'activité sismique a probablement cassé la croûte terrestre au-dessus d'une nappe phréatique. Les sources souterraines se sont infiltrées en surface et ont rempli cette crevasse. Cela signifie que toute cette eau pourrait être drainée d'un coup. C'est un peu comme si tu enlevais le bouchon de ta baignoire. Un autre petit tremblement de terre pourrait tout chambouler. Et dans un tel cas, la terre récupérerait toute l'eau du lac. Espérons qu'il n'y ait pas de nageurs dedans si cela devait arriver. Les planètes et les lunes de notre système solaire cachent des secrets qui pourraient bouleverser notre connaissance de notre belle boule bleue. Uranus stocke une quantité de chaleur à laquelle nous ne nous attendions pas. Mercure rétrécit et se fissure depuis des milliards d'années. La lune Io de Jupiter émet d'énormes panaches volcaniques. Ces mystères cosmiques nous laissent entrevoir des forces et des processus qui pourraient, un jour, se répandre à travers tout le système solaire et même affecter la vie ici sur notre propre planète. En 1986, Voyager 2 est passé près d'Uranus, et tout le monde s'en est trouvé perplexe. Les relevés ont montré que la planète ne dégageait aucune chaleur supplémentaire. Cela la rendait totalement différente des autres planètes géantes du système solaire. C'était étrange car Jupiter, Saturne et Neptune émettent toutes beaucoup plus de chaleur qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Avançons de quelques décennies, et 2 équipes de recherche indépendantes ont décidé de réétudier une montagne d'observations archivées. Ce qu'ils ont trouvé change toute la donne. Uranus dégage effectivement plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Environ 12,5% de plus, pour être exact. Les 2 études montrent que cette planète libère encore lentement la chaleur résiduelle de ses premiers jours. Ce détail est très important car il permet aux scientifiques de reconstituer les origines d'Uranus et de savoir comment elle a évolué au fil du temps. Quant aux étranges relevés de Voyager 2, ils ont également plus de sens aujourd'hui. Le survol a eu lieu lorsque le Soleil était exceptionnellement actif, ce qui a provoqué ce comportement étrange d'Uranus. Ces premiers chiffres ne reflétaient probablement pas son état normal. Malgré cela, Uranus demeure spécial. Jupiter émet 113% de chaleur en plus, Saturne en dégage 139% de plus, et Neptune les surpasse tous avec 162%. Et comme Neptune est plus éloigné du Soleil, cela nous dit que ce n'est pas en raison de la distance qu'Uranus est plus froide. Quelque chose d'unique se passe en profondeur, peut-être que la structure de la planète est différente, ou peut-être que son passé l'a façonnée d'une autre manière. Un autre corps céleste étrange de notre système solaire est Io, la lune de Jupiter. Au fait, saviez-vous qu'Io a un frère nommé IAI? Ainsi, à travers un télescope, en regardant Jupiter, vous pouvez parfois les voir, IAI-Io, tout près de la ferme d'Old MacDonald. Quoi, ce n'est pas drôle. Bref, en 1979, Voyager 1 est passé rapidement près d'Io et a vu quelque chose de stupéfiant. D'immenses panaches volcaniques étaient projetés directement dans l'espace. C'était la première fois que les humains assistaient à du volcanisme actif au-delà de la Terre. Io avait l'air furieuse. Et depuis lors, les scientifiques n'ont cessé de chercher à comprendre ce qui rend cette petite lune si sauvagement volcanique. Pendant des décennies, l'idée dominante était qu'Io cachait un océan de magma juste sous sa croûte. Cela expliquerait pourquoi les volcans sont répartis de manière assez uniforme sur toute la surface, comme s'ils se nourrissaient tous au même réservoir souterrain de roches en fusion. Même la sonde Galileo de la NASA semblait d'accord avec cette hypothèse dans les années 1990 et au début des années 2000. Son magnétomètre a enregistré un signal magnétique étrange qui semblait provenir d'une énorme couche électriquement conductrice, essentiellement de la roche liquide. En 2011, le consensus était qu'Io reposait sur un océan de magma épais de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais maintenant, cette théorie a été renversée.
La sonde Juno de la NASA tourne autour de Jupiter depuis 2016 et, fin 2023 et début 2024, elle a effectué quelques survols extrêmement rapprochés d'Io. L'objectif principal était de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Juno est équipée d'un transpondeur radio ultra précis que les scientifiques ont utilisé comme un stéthoscope. Le champ de gravité de Io exerce une légère traction sur la sonde spatiale, modifiant le signal radio. En cartographiant ces infimes variations, l'équipe peut voir comment la masse est distribuée à l'intérieur de la Lune. Le verdict est qu'il n'y a pas d'océan de magma peu profond s'agitant sous la croûte. Sinon, Juno aurait détecté beaucoup plus de distorsions dans le champ gravitationnel de Io, alors que l'attraction marémotrice de Jupiter s'exerçait sur la Lune. Mais les données n'ont rien montré de tel. Cela laisse les scientifiques face à un grand mystère. S'il n'y a pas d'océan de magma, qu'est-ce qui alimente le corps le plus volcaniquement actif du système solaire? Le volcanisme d'Io est probablement alimenté par le réchauffement par effet de marée. Parce que l'orbite d'Io est légèrement étirée par les tiraillements gravitationnels des lunes voisines, Jupiter compresse et relâche constamment ce petit monde. La croûte peut monter et descendre jusqu'à 100 mètres, et toute cette flexion crée de la chaleur par friction à l'intérieur de la Lune. Le réchauffement par effet de marée produit bien du magma. Mais si celui-ci ne forme pas un océan géant, peut-être est-il stocké dans de plus petits réservoirs dispersés dans la croûte. Sur Terre, différentes chambres magmatiques alimentent différents types de volcans. Mais comme Io n'a pas de tectonique des plaques, elle ne dispose probablement pas d'une si vaste variété. Les nouveaux résultats n'excluent pas totalement un océan magmatique profond, enfoui en dessous de la croûte. Mais s'il est bien réel, il serait si dense et riche en fer qu'il ne remonterait pas facilement à la surface. À ce stade, il est difficile de dire si nous le considérerions comme un océan magmatique ou simplement comme un noyau en fusion. La Lune Europe de Jupiter subit également un réchauffement par effet de marée. Mais dans son cas, la chaleur soutient probablement un océan d'eau salée sous une coquille de glace. La Lune Encelade de Saturne est un autre cas intéressant. La sonde Cassini a non seulement trouvé des signes d'un océan caché, mais elle a même traversé des panaches d'eau jaillissant de son pôle sud. Alors, pourquoi le réchauffement par effet de marée crée-t-il des océans d'eau sur certaines lunes, mais pas d'océan de magma sur Io? Le fait est que le magma est plus léger que la roche solide, donc il a tendance à monter et à éclater rapidement au lieu de rester dans de grands bassins. L'eau, en revanche, est plus lourde que la glace. Elle s'enfonce donc et forme un océan stable sous la croûte. C'est pourquoi les océans de magma tiennent si difficilement en place, contrairement aux océans d'eau. Quoi qu'il en soit, même si le réchauffement par effet de marée n'est pas idéal pour créer des océans de magma, il est excellent pour créer des océans d'eau. Et puisque l'eau est l'ingrédient clé pour la vie, les lunes à travers le système solaire, Europe, Encelade, peut-être d'autres encore, pourraient cacher des environnements habitables sous leur croûte glacée. Io est peut-être un enfer volcanique, mais il aide les scientifiques à déterminer où nous pourrions réellement trouver de la vie dans notre système solaire. Maintenant, rapprochons-nous de la Terre et explorons Mercure. Croyez-le ou non, cette planète et nos pâtisseries préférées ont quelque chose en commun. Elles rétrécissent toutes les deux en refroidissant. Mercure s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années et depuis lors, elle perd lentement sa chaleur. À mesure que la planète refroidit, sa coque rocheuse se contracte. Tout comme un cheesecake ou un cookie qui se fissure en sortant du four, la croûte de Mercure se fracture. Ces fractures apparaissent sous forme de failles inverses. Des fissures géantes qui soulèvent des sections entières de la surface de la planète pour faire de la place à son intérieur en rétrécissement. En examinant la manière dont ces failles ont relevé le relief de Mercure, les scientifiques peuvent déterminer à quel point la planète a rétréci au fil du temps. Mais les estimations précédentes étaient dispersées. D'après celles-ci, son rayon aurait perdu entre 1 et 6,4 km de longueur. Une sacrée marge. Ainsi, trouver un chiffre plus précis a été un véritable casse-tête. Pour aborder le problème, les chercheurs ont essayé une nouvelle manière de mesurer le rétrécissement de Mercure. L'ancienne méthode utilisait la longueur et la hauteur des reliefs surélevés. Mais les résultats variaient en fonction du nombre de failles enregistrées sur l'ensemble des données. Tant de failles, telle réponse. Moins de failles, une réponse différente. Cette incohérence compliquait les choses. La nouvelle méthode contourne le problème. Au lieu de se baser sur chaque faille individuelle, elle se concentre sur la plus grande d'entre elles. Comme si on prenait la plus grande fissure dans un cookie
afin de trouver à quel point l'ensemble s'est refroidi et contracté. Pour vérifier cela, les chercheurs ont appliqué leur méthode à 3 ensembles de données distincts. L'un comportait 5900 failles, un autre en avait 653, et le dernier n'en avait que 100. Et peu importe l'ensemble de données utilisées, les résultats sont restés cohérents. Mercure a probablement rétréci d'environ 3,2 à 5,5 km uniquement à cause de ces failles. Mais la planète n'a pas seulement rétréci à cause de cela. Les scientifiques ont ajouté le rétrécissement provenant d'autres processus de refroidissement à leurs résultats basés sur les failles, et ils ont découvert que la planète a rétréci de 5,6 km depuis sa formation. Ces nouveaux chiffres ne montrent pas seulement combien Mercure a rétréci. Ils donnent également des indices sur son histoire thermique. Ils nous indiquent à quelle vitesse elle s'est refroidie, comment son intérieur a évolué au fil du temps, et comment sa croûte a réagi à ce refroidissement. Et cette méthode ne s'applique pas seulement à Mercure. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait également être utilisée pour étudier la tectonique d'autres planètes, comme Mars, qui possède elle aussi des failles à sa surface. Cette région pourrait bien être, à l'heure actuelle, le lieu le plus stratégique des États-Unis, avec une valeur dépassant le billion de dollars. Un élément d'une rare préciosité se cache ici, à Thacker Pass, et son exploitation risque de provoquer des bouleversements, non seulement pour le Nevada, mais aussi pour l'économie et les relations internationales du pays. La caldeira de McDermott s'étend sur environ 45 km de long et 35 km de large, occupant une partie du nord du Nevada et du sud de l'Oregon. Située dans le comté de Humboldt, une région paisible et rurale, elle abrite une unique ville principale qui, d'ici 5 à 10 ans, connaîtra une transformation majeure. La raison en est simple, on y a découvert de l'or blanc, autrement dit, du lithium. Et pour comprendre l'importance de ce métal, il suffit d'une expérience. Imaginez une balance. D'un côté, un fragment de lithium, de l'autre, une pomme. À votre avis, que va-t-il se passer? Si les deux occupent le même volume, l'aiguille de la balance basculera du côté de la pomme. Le lithium est en effet d'une légèreté exceptionnelle. Avec une densité d'environ 0,534 g par centimètre cube, il s'agit du solide le plus léger existant à température ambiante. Il est également d'une extrême réactivité. Il se combine aisément avec d'autres éléments et s'enflamme tout aussi facilement. Au contact de l'eau, incendie. Exposé à l'air, encore des flammes. Toutefois, cette combinaison unique de légèreté et de réactivité en fait un matériau idéal pour les batteries. Celles qui alimentent votre smartphone, votre ordinateur portable, voire votre véhicule électrique. Depuis 16 millions d'années, le Nevada conserve ce gisement insoupçonné. La caldeira de McDermott était jadis une zone volcanique active, projetant des coulées de lave et donnant naissance à un vaste lac saturé en minéraux. Avec le temps, ce lac s'est asséché, laissant derrière lui d'imposantes strates d'argile riches en lithium. À l'heure actuelle, la mine de Thacker Pass repose sur l'une des plus vastes réserves de lithium inexploitées au monde, estimée à près de 1500 milliards de dollars. Si le projet se déroule comme prévu, sa production annuelle devrait atteindre environ 40 000 tonnes de lithium de grande pureté. Cela permettrait de fabriquer des batteries pour près de 800 000 véhicules électriques. Comme mentionné précédemment, ce métal constitue l'élément clé des batteries modernes. Et, tandis que le monde se détourne peu à peu des voitures thermiques, la demande en lithium connaît une hausse fulgurante. Depuis 2020, son prix a été multiplié par plus de 10, faisant de lui le métal de batterie le plus onéreux au monde. Il coûte désormais bien plus cher que le magnésium, le nickel, le cobalt et les autres composants des batteries rechargeables. Actuellement, la consommation mondiale annuelle avoisine 1 160 000 tonnes de lithium, dont environ 85% sont destinés à la fabrication de batteries, principalement pour le secteur automobile. Entre 2030 et 2040, les analystes estiment que les investissements dans la production devront être doublés, passant de 94 milliards de dollars à 188 milliards de dollars. Parallèlement, les financements consacrés aux batteries connaîtront une hausse de plus de 200%, atteignant 686 milliards de dollars. Enfin, d'ici 2050, la demande mondiale en lithium devrait dépasser de plus de 10 fois les niveaux de production actuels. J'ai conscience que ces chiffres sont nombreux, mais ils permettent d'illustrer le rôle central que jouera Thacker Pass à l'échelle mondiale. Cette mine deviendra un maillon essentiel du maintien en activité de nombreux secteurs, notamment parce qu'une part majeure de la demande future concernera les voitures, les vélos et scooters électriques, ainsi que le stockage des énergies renouvelables,
Le Nevada pourrait également s'imposer comme le cœur d'une révolution énergétique mondiale. Les États-Unis se sont fixés pour objectif de réduire leurs émissions polluantes de 50% d'ici 2030, et l'un des principaux leviers repose sur le remplacement des véhicules thermiques. Pour que cet objectif se concrétise, les États-Unis devront produire bien plus de lithium qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, l'essentiel du métal utilisé sur leur territoire provient de pays comme le Chili et l'Argentine. S'ils aspirent à s'imposer comme un acteur majeur sur ce marché, ils doivent donc intensifier leurs investissements dans de pareils projets. Mais un autre obstacle se profile. Extraire du lithium d'une mine est une chose, mais le transformer en un produit exploitable en est une autre. De la même manière que les diamants doivent être minutieusement taillés et polis pour révéler leur éclat, le lithium requiert un processus de raffinage spécifique. Le minerai brut issu des mines doit être purifié avant de pouvoir être réellement utilisé dans nos batteries électriques. Or, ce secteur est largement dominé par la Chine, qui assure environ 75% de la production mondiale de batteries lithium-ion. Autrement dit, même lorsqu'un pays découvre d'importantes réserves sur son territoire, il demeure fortement dépendant de la Chine pour son raffinage. C'est pourquoi les États-Unis cherchent activement à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, à tel point que les autorités ont consenti plus de 2 milliards de dollars en prêts pour financer le projet du Nevada. Une telle initiative pourrait permettre à Thacker Pass de propulser le pays au rang de leader mondial de la production de lithium. Si les estimations s'avèrent exactes, la caldeira de McDermott renfermerait près de la moitié des réserves mondiales de lithium connues. Un tel gisement représenterait presque le double des ressources identifiées dans les salines de Bolivie, qui détenaient jusqu'alors le record du plus grand dépôt mondial. Cette découverte est sur le point de transformer durablement le comté de Humboldt. Ces paisibles rues bordées de nature ne seront plus jamais les mêmes. L'exploitation minière nécessitera l'embauche d'environ 2000 travailleurs, qui viendront probablement d'autres régions. Ces nouveaux habitants auront besoin de logements, d'infrastructures médicales, d'établissements scolaires et de nombreux services. Vous percevez l'effet domino ? Pour chaque employé recruté sur le site pendant la phase de construction, 6 autres postes seront créés dans l'État pour soutenir cette expansion. Thacker Pass exercera également une influence majeure sur l'économie, non seulement dans le Nevada, mais à l'échelle nationale. La mine devrait rester en activité pendant 35 ans et générer, chaque année, des revenus estimés à plus de 2 milliards de dollars. Mais voici le véritable enjeu. À Thacker Pass, le lithium sera extrait de l'argile. Un procédé qui n'a encore jamais été mis en œuvre à une telle échelle. Il s'agit donc d'une tentative incertaine. Cependant, si l'opération réussit, elle pourrait bouleverser l'ensemble du secteur. Grande question, qui s'intéresse à tout cela ? 3 grandes entreprises lorgnent sur le marché du lithium aux États-Unis. D'abord, ExxonMobil. Ce géant du pétrole ambitionne de débuter sa production de lithium d'ici 2027 et vise à devenir le principal fournisseur de batteries pour véhicules électriques d'ici 2030. Ensuite, General Motors, le groupe derrière des marques emblématiques comme Chevrolet et Cadillac. La société est si engagée dans cette industrie qu'elle a accepté de verser 625 millions de dollars pour acquérir 38% de Thacker Pass. Et enfin, Tesla. En 2023, l'entreprise a lancé la construction d'une usine au Texas dédiée au traitement du lithium. Cette initiative s'inscrit dans sa volonté de mieux maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. Maintenant que vous comprenez l'importance du lithium, vous vous demandez peut-être « et s'il venait à manquer ?» Cette éventualité est bien réelle, car, tout comme l'or, il s'agit d'une ressource limitée issue de l'exploitation minière. Toutefois, cela ne signifierait pas pour autant la fin des smartphones ou des voitures électriques. En cas de pénurie, l'humanité trouverait certainement d'autres solutions pour produire des batteries. D'ailleurs, certains experts estiment que les batteries thermiques pourraient bien constituer la prochaine révolution. Elles permettent de stocker l'excédent d'énergie provenant de sources renouvelables comme l'éolien et le solaire qui sont peu coûteuses. Ainsi, elles offrent une alternative abordable pour le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, elles sont principalement utilisées dans l'industrie, notamment pour la production d'acier, de ciment et de produits chimiques. Ces batteries servent également à chauffer et à rafraîchir de grands bâtiments. Cependant, de plus en plus de projets cherchent à les intégrer dans des espaces privés, tels que les maisons et les appartements. Les spécialistes sont convaincus que ces initiatives pourraient démocratiser cette technologie, au point de la rendre aussi familière que les batteries électriques, et en faire un élément incontournable de notre quotidien. Vous n'imaginez pas tout ce que les arbres peuvent apporter. Dans la première moitié du siècle dernier, l'Amérique a bâti une forêt dans les États des prairies dans un seul but:
aidaient d'innombrables personnes à survivre au Dust Bowl. C'est ainsi qu'on appelle la période dévastatrice des années 30, quand le pays fit face à une sécheresse extrême qui ravagea les champs des agriculteurs. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, mais ce mur vert oublié, composé de forêts, a sauvé tout un pays de problèmes dévastateurs. Tout a commencé dans les années 30. De graves sécheresses ont détruit d'immenses quantités de récoltes. Les fermiers étaient terrifiés. Des vents puissants balayaient sable et poussière sur les champs fertiles, polluant et dégradant les sols. Les ouragans accéléraient aussi l'érosion et évaporaient l'humidité, laissant le sol sec et stérile. Les champs de maïs et d'autres céréales ne produisaient presque rien. Une famine grave approchait. C'est pourquoi, le 21 juillet 1934, le président Franklin D. Roosevelt chargea le service des forêts de lancer le projet de plantation d'arbres des Grandes Plaines. Ça paraît formidable et prometteur. Mais comment l'Amérique a-t-elle stoppé le Dust Bowl exactement? L'idée était de planter un maximum d'arbres en rangées longues, larges et rectilignes. Ces rangées devaient servir de boucliers, protégeant les champs des vents forts, empêchant l'érosion et réduisant la sécheresse. Les bandes d'arbres offraient aussi de l'ombre, rafraîchissant le sol et les sources d'eau voisines. Elles protégeaient les cultures des animaux nuisibles et fournissaient aux gens un matériau extrêmement précieux, le bois. En somme, c'était un vaste projet de restauration climatique. Le service des forêts établit son siège à Lincoln, dans le Nebraska, ainsi que dans plusieurs villes et comtés de l'Oklahoma. Le lancement officiel de la construction forestière eut lieu le 18 mars 1935, dans la ville de Mangum, à la ferme H.E. Curtis, où la première bande boisée fut plantée. Vous pensez peut-être que planter des arbres est simple, mais vous auriez tort. Il ne suffit pas de jeter des graines dans le sol, de les recouvrir de terre et d'ajouter un peu d'eau. Prenons le pacanier comme exemple. C'est un arbre assez grand, au feuillage large et dense. Si vous semez directement en terre, vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'énergie à lutter contre les mauvaises herbes et les parasites. Une graine demande plus de soins et d'attention qu'un jeune plant, car elle est bien plus vulnérable. On n'arrose pas l'arbre au hasard. Il faut établir un plan d'irrigation adapté. Vous ne sautez pas de repas dans la journée, alors une graine aussi doit recevoir de l'eau régulièrement. Mais n'en faites pas trop. Un excès d'eau peut détruire l'arbre. De nombreux facteurs entrent en jeu, comme la température et la fertilité du sol. Ne soyez donc pas surpris si rien ne fonctionne au début. Une méthode plus fiable consiste à planter un jeune arbre. On l'amène dans un champ, on creuse un trou de taille adaptée, on humidifie les racines, on taille légèrement racines et branches, on le place dans le trou et on le recouvre de terre. En rebouchant, il faut bien tasser le sol. Pour finir, on arrose pour affermir la terre. On coupe la moitié de la cime pour équilibrer le système racinaire. Et à ce stade, vous avez sûrement la tête qui tourne avec toutes ces informations. Mais ce n'est que le début du travail. À mesure que l'arbre grandit, il faut peindre le tronc en blanc ou l'envelopper de protection spéciale pour le protéger du soleil et d'autres agressions. N'oubliez pas les mauvaises herbes et le gazon. Ils ne nuisent pas directement à l'arbre, mais ils rivalisent pour l'humidité et les nutriments dont le pacanier a besoin. Ensuite, certains insectes et parasites s'attaquent à l'arbre et propagent des maladies. Il faut choisir des traitements spécifiques pour éliminer toutes ces menaces. Alors, oui, planter un arbre n'est pas si simple, et on ne parle que d'un seul pacanier. Pendant ce temps, l'Amérique a bâti une forêt composée de mûriers, d'orangers des osages, de peupliers, de frênes verts, de micocouliers, de cèdres rouges, de noyers et bien d'autres essences. Chaque jour, les fermiers prenaient soin de tous ces arbres. Ils les arrosaient, fertilisaient le sol, arrachaient les mauvaises herbes, luttaient contre les parasites, le tout sous une chaleur extrême. Bien sûr, une telle forêt exigeait plus que les seuls efforts des fermiers. Le gouvernement fédéral les soutenait activement. Si un fermier souhaitait créer une bande boisée, il soumettait une demande. Des commissions spéciales évaluaient le terrain destiné à la plantation et testaient le sol. Si la terre était fertile, les autorités validaient la requête. Dès lors, les fermiers commençaient à planter. Des équipes gouvernementales les aidaient à construire des clôtures et à combattre rongeurs et mauvaises herbes. C'était un effort collectif qui a produit des résultats impressionnants sous forme de rangées forestières bien structurées. Chaque arbre dans une rangée était espacé d'environ 3 mètres. La largeur de la bande boisée allait de 30 à 50 mètres. Sachant que les essences choisies avaient un feuillage dense, chaque bande formait une barrière épaisse servant de filtre, purifiant l'air du sable et arrêtant le vent. Pour améliorer l'efficacité de ce filtre,
les fermiers plantaient de grands arbres dans les rangées centrales, des arbres plus petits sur les côtés et des arbustes en bordure. Le projet de reboisement américain devint si vaste qu'en 1942, 220 millions d'arbres avaient été plantés sur près de 29 000 km, du Dakota du Nord au Texas. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé parfaitement. Certaines bandes boisées ont été gravement endommagées, puis retirées par les fermiers. De nombreux arbres et arbustes ont souffert de sécheresses intenses et d'invasions de criquets. Et dans certaines zones, les fermiers ont mal restauré le sol. En 1936, le taux de survie des arbres avoisinait 73%. En 1937, l'entretien fut entièrement confié aux fermiers et le taux chuta bientôt à environ 61%. Mais pourquoi les dégâts ont-ils augmenté après le transfert du projet? Les fermiers faisaient bien leur travail. Peut-être que le problème venait de l'échelle. Entretenir une forêt si vaste est extrêmement difficile, même avec des gens expérimentés. Il pouvait arriver que pendant que les fermiers du Kansas luttaient contre les criquets, des vents puissants en Oklahoma déracinaient des arbres. Mais cette forêt artificielle en valait-elle la peine? Oui, la forêt a aidé dans une certaine mesure, mais globalement, elle n'a pas protégé les champs du Dust Bowl aussi efficacement qu'espéré. En revanche, ces arbres sont devenus le refuge d'innombrables oiseaux et animaux. Des internautes affirment que dans les années 50, on voyait beaucoup de faisans dans cette zone. Encore aujourd'hui, selon des forums, ces oiseaux vivent toujours dans les anciennes bandes boisées. De nos jours, les habitants voient beaucoup d'arbres dans les états des prairies et pensent sans doute qu'ils sont apparus naturellement. Peu de gens savent que tout cela résulte du dur labeur de nombreux fermiers et que la vraie raison pour laquelle l'Amérique a bâti une forêt était de sauver le pays. Il est important de s'en souvenir. Aujourd'hui, le pays n'est menacé ni par la sécheresse, ni par une destruction massive des récoltes, à notre connaissance. Aucune famine n'est prévue non plus. Mais pourquoi est-il toujours important de préserver ces bandes boisées? Oui, elles sont vitales pour la nature et abritent de nombreuses espèces animales. Mais au-delà de ça, elles offrent des avantages très concrets pour les gens. Elles protègent la couche arable des vents forts. En hiver, elles empêchent les routes d'être ensevelies sous la neige. Pensez à la façon dont les blizzards peuvent recouvrir les autoroutes d'épaisses congères. Les rangées d'arbres réduisent considérablement l'accumulation de neige. Les fermiers plantent aussi des bandes d'arbres entre leurs exploitations et les routes voisines. Cela crée un bouclier naturel qui protège animaux et cultures de la poussière, des gaz d'échappement et du bruit de la circulation. Vous aussi, vous pouvez créer une telle bande boisée. Non, sérieusement, beaucoup rêvent d'avoir leur propre jardin ou un petit arbre. Mais pourquoi pas une forêt entière? Imaginez la satisfaction de vous y promener, des années après la plantation. Les fermiers qui ont créé cette immense bande boisée étaient sans doute fiers de tout le travail accompli. Vous vous demandez peut-être ce qu'il advient aujourd'hui de la ceinture forestière des Grandes Plaines. Existe-t-elle encore? En 2010, l'état de nombreuses bandes boisées s'était dégradé. Des plantations trop denses, le vieillissement des arbres et la propagation d'espèces concurrentes pour l'eau et les nutriments les ont toutes affaiblies. Les gens ont presque oublié le projet de reboisement américain. Heureusement, durant ces mêmes années, le gouvernement a alloué des fonds pour entretenir ces forêts au Kansas, dans les deux Dakota et au Nebraska. Il reste donc peut-être un espoir pour elles. En 1994, la famille Sherman fit l'acquisition d'un modeste ranch dans l'Utah, à quelques 240 km au sud-est de Salt Lake City. La demeure était vaste, la nature environnante splendide, et le ciel nocturne constellé d'étoiles. Une nuit pourtant, Terry Sherman perçut un bruit singulier provenant de l'extérieur. En sortant, il distingua un loup de taille démesurée, comme il n'en avait jamais vu. Il tenta de l'éloigner puis se lança à sa poursuite, mais les traces se dissipèrent soudain, comme si l'animal s'était évaporé dans les airs. Ce ne fut là qu'un des nombreux épisodes inquiétants et étranges survenus au ranch Skinwalker. Les terres où se situe la ferme furent autrefois occupées par le peuple Ute. Jadis, ils s'opposèrent aux Navajos qui, selon la légende, leur envoyèrent des Skinwalkers. Pour les locaux, un Skinwalker est une sorcière malveillante, capable d'endosser l'apparence de n'importe quel animal ou être humain. Des rumeurs persistent, affirmant que ces entités rôdent encore dans la région. Peut-être la famille Sherman en croisa-t-elle un, mais ce point importe peu. L'apparition du loup gigantesque n'était qu'un prélude. Durant les 2 années suivantes, elle rapporta de mystérieux éclairs lumineux, des objets étranges dans le ciel, des cercles tracés dans les cultures, et des voix énigmatiques semblant flotter au-dessus d'eux. Le plus inquiétant demeurait toutefois les sévices infligés au bétail.
Heureusement, les Sherman ne cédèrent pas au schéma convenu des films d'horreur. En 1996, ils cédèrent leur propriété à Robert Bigelow, homme fortuné et curieusement attiré par ce ranch en particulier. Et pour cause, Robert Bigelow cultivait un goût marqué pour les phénomènes insolites et inexpliqués. Il fonda le National Institute for Discovery Science, ou NIDSCI, et fit du ranch Skinwalker un pôle d'observation privilégié pour les manifestations inquiétantes. Depuis les années 50, la région avait enregistré des centaines de témoignages signalant des objets mystérieux dans le ciel. Et non, il ne s'agissait pas de banales soucoupes volantes. On parlait plutôt de lumières éclatantes, dessinant parfois la silhouette de portes ou de passages. Ainsi, Robert Bigelow et son NIDSCI firent état d'apparitions lumineuses et de maladies frappant les animaux. Pourtant, après des années d'investigation, aucune preuve tangible ne vint confirmer l'existence d'un phénomène extraordinaire. Les gens étaient témoins d'étranges manifestations, mais les instruments demeuraient muets. Tout cela prenait l'allure d'une vaste supercherie. Puis, l'année 2016 marqua un tournant lorsque le ranch Skinwalker fut cédé à un acquéreur anonyme. 4 ans plus tard, ce nouveau propriétaire entreprit quelque chose que nul n'avait encore osé. Imaginez l'intérêt d'observer ces phénomènes non plus au moyen de vieilles caméras aux images médiocres, mais grâce à un arsenal moderne. Enregistreurs vidéo haute définition, microphones puissants, caméras thermiques et divers capteurs sophistiqués. Et songez qu'il serait possible de suivre ces captations en direct. C'est précisément ce que fit le nouvel acquéreur, Brandon Fugal, magnate de l'immobilier originaire de l'Utah. Il ne se contenta pas d'acheter le ranch, mais conclut également un accord avec la chaîne History Channel pour produire son émission « Les secrets du Skinwalker Ranch ». Le but de ce projet est d'appliquer une démarche scientifique à l'étude de phénomènes inexpliqués. Pour ce faire, Fugal transforma la propriété en une vaste émission de télé-réalité qui dure maintenant depuis 5 ans. Il déclara d'emblée qu'aucune falsification, trucage ou image de synthèse ne viendrait altérer l'authenticité des enregistrements. Aucune production traitant de paranormal ne rivalise avec celle-ci quant au réalisme et à l'authenticité. Fugal y déploie des systèmes d'imagerie thermographique, des récepteurs de données de transpondeurs aériens, des magnétomètres, des caméras spécialisées capables de détecter le rayonnement infrarouge et de le convertir en images, ainsi qu'un ensemble d'équipements scientifiques complexes. Toutes ces données sont mises à la disposition du public, et les amateurs les plus passionnés peuvent, en direct, surveiller un réseau de 50 caméras dotées de microphones, répartis sur l'ensemble du domaine. Ce privilège est bien sûr payant. L'adhésion au programme Skinwalker Ranch Insiders débute à $8 par mois. Depuis le lancement de l'émission, plus de 10 000 personnes s'y sont inscrites. Les membres peuvent non seulement visionner les images, mais aussi orienter les caméras et ajuster le zoom. En complément des caméras et des imageurs thermiques, Fugal déploya dans le ciel des lasers spéciaux conçus pour se réfléchir sur toute surface rencontrée. Lorsque l'atmosphère est dégagée, ces faisceaux montent haut dans les airs, et en présence d'un obstacle, ils rebondissent immédiatement. Dans l'un des épisodes, cet arsenal permit de détecter un objet volant demeuré invisible à l'œil nu. Fugal affirma aussi avoir observé d'étranges engins dans le ciel. Pour lui, le ranch Skinwalker devint l'incarnation de la 4e dimension. Un jour, les enregistrements vidéo révélèrent qu'une porte s'était brusquement refermée, sans le moindre souffle de vent. D'autres manifestations inquiétantes concernèrent le bétail. Blessures inexpliquées, mortalité élevée et une multitude d'incidents mystérieux. Chaque épisode des Secrets du Skinwalker Ranch se consacre ainsi à un phénomène distinct et à son investigation. Mais cet appareillage onéreux a-t-il permis de lever le voile sur quelques secrets ou de démontrer l'existence de forces extraterrestres ou occultes? Si une telle découverte avait été avérée, le monde entier en aurait sans doute déjà connaissance. Pour l'heure, il ne s'agit donc que d'un programme captivant pour les passionnés de mystère. Aucune preuve directe de la présence de phénomènes extraordinaires n'a été établie, mais de nombreux événements troublants demeurent inexpliqués, laissant un large terrain à la spéculation et à l'étude. Folklore local, objets aériens, voix étranges, comme celle que j'ai dans la tête, et manifestations inexpliquées semblent se concentrer en ce lieu singulier. Si toutes ces histoires étaient fondées, pourquoi se produiraient-elles précisément ici? Les hypothèses abondent, mais examinons quelques-unes des plus répandues. La première, et sans doute la plus évidente,
Imaginez une émission populaire générant d'importants revenus, attirant son public par la promesse d'énigmes insolubles. Si l'on en apportait une explication rationnelle, l'audience chuterait et les gains avec elle. Ce raisonnement se tient. Mais pourquoi un magnate de l'immobilier disposant d'une fortune de plusieurs milliards chercherait-il à tromper le public? D'autant que l'observation attentive de certains épisodes révèle la sincère passion de Fugal pour ce projet. L'une des hypothèses les plus répandues évoque des visiteurs venus d'autres mondes. Après tout, on parle ici d'objets volants lumineux, d'éclats intenses dans le ciel, d'interférences électriques et d'une faculté à échapper aux objectifs des caméras. Certains avancent même qu'un objet inconnu reposerait dans la montagne voisine du ranch. Et s'il s'agissait d'un vaisseau spatial écrasé il y a des millions d'années et englouti depuis par la montagne, peut-être émet-il un rayonnement étrange capable de perturber les animaux et de provoquer des hallucinations chez les gens. Une hypothèse séduisante mais somme toute assez convenue. Passons. La théorie suivante, proche de la précédente, ne parle pas d'extraterrestres, mais d'êtres issus d'une autre dimension. Voici la version multivers. Des entités venues d'une réalité parallèle viendraient explorer le ranch avant de repartir. Cette idée expliquerait pourquoi certains objets volants observés ressemblent à des portails, lesquels pourraient perturber le fonctionnement des appareils électriques. Mais elle présente une faille. Pourquoi ces portails s'ouvriraient-ils précisément sur ce ranch isolé et nulle part ailleurs? Étrange choix de destination pour les voyageurs interdimensionnels. L'explication jugée la plus plausible émane d'un neuroscientifique qui relie toutes les étrangetés du ranch à des forces géophysiques terrestres. Activité sismique, champs géomagnétiques et mouvements des plaques tectoniques peuvent influencer certaines zones du cerveau humain liées aux hallucinations. Les champs électromagnétiques, eux, peuvent perturber le fonctionnement des appareils. Peut-être que lumière spectrale, loup géant sans empreinte et voix venue du ciel ne sont qu'une vaste illusion collective due à une activité sismique accrue. Reste à savoir pourquoi, si tel est le cas, rien de comparable ne se produit ailleurs dans le monde, dans des zones pourtant tout aussi actives. De là découle une autre piste, celle des interférences électromagnétiques. Celles-ci peuvent mettre hors d'usage batteries, drones, microphones, caméras et autres instruments, tout en affectant peut-être aussi le cerveau humain. Mais qu'en est-il des bêtes qui subissent elles aussi ces effets? Trop de questions demeurent sans réponse. Restez à l'écoute. L'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, mais certaines créatures nous causent quand même beaucoup de problèmes, et nous ne pouvons rien y faire. Regardez ces mouches aux yeux rouges et au corps bleu-vert. Elles sont le pire cauchemar de certains agriculteurs aux États-Unis d'Amérique. Elles portent le nom de Cochliomia. Depuis des siècles, ces petites bêtes nuisibles dévorent le bétail de la Floride à la Californie, causant de graves dommages à l'agriculture. Pour lutter contre ces mouches parasites, le ministère américain de l'Agriculture a largué par hélicoptère 15 millions de larves stériles le long de la frontière entre le Panama et la Colombie. Il existe même une usine, au Panama, qui produit ces larves stériles comme s'il s'agissait de fruits frais. Cela peut sembler étrange, mais c'est en fait tout à fait logique. En effet, les mouches femelles n'ont qu'une seule chance de s'accoupler au cours de leur vie. Donc, si elles s'accouplent avec un mâle stérile, c'est très efficace. Pas de descendance. Jamais. Grâce à cette astuce, les mouches sauvages ne peuvent pas se reproduire, car elles ne trouvent que des partenaires stériles, et cela permet de contrôler leur nombre. Mais comment rend-on stériles tous ces mâles? C'est très simple. Une petite décharge de radiation suffit. Vous apportez une poignée de mouches dans un laboratoire. Vous les passez rapidement dans une machine à rayon X, puis vous les relâchez dans la nature, là où se trouvent leurs congénères. Lorsque les Cochliomia reparaissent dans une région, des inspecteurs montent à bord de véhicules tout-terrain afin de parcourir des milliers de kilomètres à la recherche d'animaux infectés et d'enrayer la propagation de la maladie. Il n'existe pas de solution miracle pour éradiquer complètement ces parasites, mais le plan d'action est clair. On continue à envoyer des larves de mouches stériles, et ainsi, on garde une longueur d'avance sur ces petites créatures. Savez-vous pourquoi il est très dangereux de déplacer des animaux d'un habitat à un autre?
parce qu'il est possible qu'ils ne rencontrent pas de prédateurs dans leur nouvel habitat et qu'ils deviennent une espèce envahissante, susceptible de provoquer un désastre écologique. Voici un exemple simple. Dans les années 30 du XXe siècle, les agriculteurs australiens ont été confrontés à un grave problème. Les coléoptères Dermolepida alboirtum ravageaient les plantations de canne à sucre dans le nord du pays. Ils dévoraient une grande partie des récoltes, et les fermiers étaient désemparés. Comme ils ne voulaient pas utiliser de pesticides toxiques, ils ont fait venir le crapaud des cannes d'Amérique du Sud dans l'espoir qu'il mange tous ces vilains coléoptères. Mais lorsque ces crapauds se sont retrouvés dans les champs, ils n'ont pas pu atteindre leur proie, installée en haut des tiges. Les crapauds ne pouvaient tout simplement pas sauter suffisamment haut. Au lieu de manger les coléoptères, ils se sont donc mis à dévorer d'autres créatures. Ensuite, ces amphibiens ont commencé à se multiplier à un rythme effréné. La femelle du crapaud peut pondre environ 30 000 œufs à la fois. Au bout de 3 jours, de petites têtards sortent des œufs. Ils nagent pendant 20 semaines avant de se transformer en crapaud. Puis ils vivent entre 5 et 10 ans. Des millions d'animaux sauteurs ont donc commencé à envahir tout le nord du continent, détruisant toute la biodiversité. Feuilles, herbes, insectes, charognes, les crapauds mangeaient tout, ne laissant rien aux autres animaux. Le problème, c'est que ces crapauds se sont révélés être des créatures très résistantes. Chaleur, froid, pluie, sécheresse. Ils peuvent y se reproduire n'importe où et rien ne peut les arrêter. Mais qu'en est-il des autres animaux ? L'Australie regorge d'alligators, de gros oiseaux et d'autres créatures qui se feraient un régal de ces amphibiens sauteurs. Oui, mais les animaux qui tentèrent de se repaître de ces crapauds ne survécurent pas. Le petit souci, c'est que le crapaud des cannes est venimeux. Des glandes situées derrière ses yeux produisent une toxine puissante qui cause de graves problèmes de santé à ceux qui s'en approchent. Certains fermiers ont même vu des oiseaux tomber du ciel après avoir avalé ces amphibiens. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis que ces fermiers ont introduit une centaine de ces crapauds en Australie. Aujourd'hui, ils sont environ 1,5 milliard. Ils vivent déjà sur 1 million de kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près à la superficie des États du Texas et de l'Oklahoma réunis. Jusqu'à présent, les scientifiques et les biologistes n'ont pas trouvé de moyens efficaces pour s'en débarrasser. Les gens ont essayé de les attraper, mais cela n'a servi à rien. Même si vous attrapez 98 crapauds sur 100 au bord d'un petit étang, les 2 crapauds restants pourront produire 30 000 œufs en une seule nuit. La nature rétablira peut-être l'équilibre lorsque des animaux immunisés contre les toxines des crapauds apparaîtront en Australie. Mais pour l'instant, rien ne semble pouvoir les arrêter. Comment enrayer la prolifération incontrôlée des moustiques dangereux pour l'homme ? La solution est de créer 735 millions de moustiques génétiquement modifiés et de mélanger ces 2 groupes. Dans le monde entier, de nombreuses espèces de moustiques sont porteuses d'infections pouvant causer de graves problèmes de santé à l'homme. Personne ou presque n'aime les moustiques. Ces insectes bourdonnants nous empêchent de dormir et leurs piqûres provoquent d'insupportables démangeaisons. Beaucoup de gens seraient probablement heureux si ces créatures disparaissèrent de la surface de la Terre. Les scientifiques ont peut-être trouvé un moyen de réaliser ce souhait. Seules les femelles moustiques nous piquent. Elles ont besoin de nourriture pour produire des œufs. Les scientifiques ont donc libéré des moustiques mâles génétiquement modifiés, dotés d'une protéine particulière. Lorsque 2 moustiques entrent en contact, cette protéine est transmise du mâle à la femelle et l'empêche de se multiplier. On s'attaque aux femelles avant qu'elles aient atteint l'âge où elles commencent à piquer. Les femelles ne peuvent donc plus produire de descendants, ce qui signifie qu'elles n'ont plus besoin de piquer les hommes et les animaux. Et plus les scientifiques diffusent cette protéine, plus la population de moustiques diminue. Cela semble être une bonne chose. Mais environ 240 000 personnes ont signé une pétition demandant l'annulation de cette opération. De nombreux scientifiques pensent que la disparition d'une seule espèce d'insecte peut conduire à une catastrophe biologique. La nature est un système complexe et équilibré, où le moindre changement peut entraîner de graves problèmes. Les moustiques sont une source de nourriture pour de nombreux reptiles et amphibiens. L'extinction des moustiques pourrait conduire à la disparition d'un grand nombre d'espèces. Nous assisterions à une réaction en chaîne catastrophique dont nous ne connaîtrions pas l'issue. Pourtant, des moustiques ainsi modifiés ont déjà été introduits en Floride. Et il semble qu'il ne se soit rien passé de terrible. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont désormais moins de problèmes de santé. En outre, depuis 2019, environ 1,5 milliard de ces moustiques ont été disséminés de par le monde.
Cela a permis de sauver des millions de vies et n'a pas encore perturbé l'équilibre délicat de la nature. Récemment, des scientifiques ont relâché un autre groupe de moustiques considérés comme non dangereux en Afrique de l'Est. Espérons que ces chercheurs soient sûrs de leur coup. Les espèces invasives ne sont pas toujours des moustiques, des mouches ou des amphibiens. Il peut également s'agir de grands animaux, comme les cochons sauvages ou super cochons. Ces cochons sont un mélange de porcs domestiques et de sangliers. Le sud des États-Unis en compte déjà près de 7 millions. Grâce aux efforts de la population, ces animaux ne se sont pas encore répandus dans le nord. Mais le danger pour les États du Nord vient du Canada. Des cochons y ont été introduits dans les années 80 pour soutenir l'agriculture. Mais au début des années 2000, ces animaux ont perdu leur popularité. Ils sont restés à l'état sauvage. Et les agriculteurs étaient persuadés qu'ils ne survivraient pas au rude hiver canadien. Oh, comme ils se trompaient! Les cochons sauvages se sont révélés très résistants et capables de se reproduire rapidement. Ces animaux creusent et détruisent les sols, mangeant presque tout ce qu'ils trouvent. Et par conséquent, il ne reste plus grand-chose pour les autres animaux. D'ailleurs, ils s'attaquent aussi aux autres créatures. Ils s'en prennent aux souris, aux oies, aux canards et à certaines espèces de cervidés. Ils piétinent les cultures, l'herbe et les fleurs, et ils n'ont peur de rien. Ce sont de véritables bulldozers naturels. Toute ferme est en danger si elle se trouve sur le chemin de ces hordes de super cochons, et les gens ne peuvent rien faire contre eux. Les États du Nord comprennent qu'une invasion est imminente, et ils se préparent donc à un long combat. Les super cochons adorent les zones marécageuses où l'herbe est haute. Les agriculteurs canadiens et américains tenteront de les repousser dans des zones plus ouvertes, puis de les contenir. Ce plan n'est pas parfait, mais il permet de ralentir les cochons et de gagner du temps. Imagine que tu sois assis chez toi, en train de boire un café et de regarder un nouvel épisode de ta série préférée. Et soudain, boum, crash, que s'est-il passé? Rien de terrible. Juste une météorite qui vient de s'écraser dans ta cuisine après avoir brisé le toit. Tu pourrais croire que cette histoire est entièrement inventée. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé dans le New Jersey pendant la pluie de météores Eta Aquarides, qui s'est passé du 19 avril au 28 mai, avec un pic les 5 et 6 mai. Le caillou spatial avait la taille d'un gros sandwich. Elle était également noire comme la nuit, et pesait près de 1,5 kg. Elle a traversé le toit et a heurté le plancher en bois, abîmant tout. Lorsque les habitants de la maison ont trouvé la pierre et l'ont touchée, elle était encore chaude. Heureusement, l'objet n'était pas radioactif, et il n'y avait personne à la maison au moment où la pierre est arrivée. Mais tu sais ce qui est le plus choquant à propos de cette météorite? Les astronomes pensent qu'elle pourrait provenir d'une boule de neige cosmique naviguant très, très loin de la Terre. Pour expliquer cela, je vais devoir t'en dire un peu plus sur l'Eta Aquaride. Cette pluie de météores est célèbre pour ses météores rapides, qui laissent de longues traînées lumineuses. Elle est produite par la comète Halley, qui termine son orbite autour du Soleil tous les 76 ans. La comète n'est pas venue près de la Terre depuis 1986 et ne reviendra pas avant 2061. Pour l'instant, elle se trouve quelque part dans la constellation de l'Hydre, à plus de 100 années-lumière de notre planète. Chaque année, la Terre doit traverser les traînées de débris laissées par les comètes. Ils entrent en collision avec notre atmosphère, se désintègrent et créent de magnifiques traînées colorées dans le ciel nocturne. C'est ce qui se produit à chaque fois que Halley retourne dans notre système solaire. Son noyau rejette une couche de glace et de roches dans l'espace, dont une partie atteint notre planète. Les autorités du New Jersey pensent que la météorite qui s'est infiltrée dans la maison provient de cette pluie de météorites. Mais je suis sûr que tu te poses une autre question qui trouble beaucoup de gens. Quelle est la différence entre tous ces engins spatiaux? Il y en a tellement qui volent dans l'espace. Météores, météorites, astéroïdes, comètes, etc. Ok, essayons de comprendre ensemble. Un astéroïde est un corps rocheux en orbite autour du Soleil. Il n'est généralement pas très grand et assez inactif. Les comètes sont différentes. Elles sont recouvertes de glace qui s'évapore normalement à la lumière du Soleil, formant une coma. C'est ainsi que l'on appelle l'atmosphère d'une comète. Cette coma est composée de poussière et de gaz. Une comète possède également une queue composée de poussière et ou de gaz. Un météoroïde est une petite partie d'une comète ou d'un astéroïde en orbite autour du Soleil. Si ce météoroïde parvient à se faufiler dans l'atmosphère terrestre et à s'y évaporer, il s'agit d'un météore. On l'appelle souvent étoile filante.
Enfin, si un météoroïde parvient à survivre à la traversée de l'atmosphère de notre planète et à atterrir à la surface de la Terre, il devient une météorite. Si tu penses que les visiteurs de l'espace sont rares, tu te trompes. Chaque jour, notre planète est frappée par plus de 100 tonnes de particules de la taille d'un grain de sable. Environ une fois par an, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère terrestre, se transforme en une impressionnante boule de feu et brûle, heureusement, avant d'atteindre la surface de la planète. Et tous les 2000 ans environ, un météoroïde de la taille d'un terrain de football s'abat sur la Terre, causant d'importants dégâts. Et maintenant, imagine ceci. Un astéroïde énorme, vraiment énorme, s'approche de notre planète. Personne sur Terre ne peut prédire son apparition. Personne non plus ne peut l'arrêter. C'est pourquoi l'astéroïde s'écrase bientôt sur la surface de la Terre. La force de la collision est si puissante que le voyageur de l'espace ne s'arrête pas avant d'avoir traversé la croûte terrestre sur une profondeur de plusieurs kilomètres. L'impact laisse un cratère de plus de 160 km de diamètre. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Le crash déclenche une série de catastrophes naturelles qui anéantissent 75% de la vie sur Terre. Les créatures qui étaient assez proches pour voir la collision ne survivent pas plus de quelques secondes. Plus près encore du cratère d'impact, le sol est recouvert de milliers de mètres de cendres chaudes, de gravillons et de décombres. Quelques secondes plus tard, tout ce qui se trouve à des kilomètres à la ronde s'embrase. Ce qui ne brûle pas dans les minutes qui suivent la collision connaît un sort différent, encore plus terrifiant. L'astéroïde provoque un monstrueux tsunami, le plus important jamais enregistré. Une étude récente affirme qu'il était des milliers de fois plus puissant que n'importe quelle vague jamais vue. Le tsunami a été si dévastateur qu'il a érodé les sédiments des fonds marins à l'autre bout du monde. Une équipe de scientifiques a même reconstitué les événements survenus dans les 10 premières minutes suivant l'impact. La maquette a montré que l'astéroïde avait produit des vagues jusqu'à 30 000 fois plus importantes que l'un des plus grands tsunamis jamais enregistrés, celui qui s'est produit dans l'océan Indien en 2004. Tu as probablement déjà deviné que je parle d'un événement réel, à savoir la collision d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. L'astéroïde de Chicxulub tel que nous le connaissons aujourd'hui proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 9 km de diamètre. Il s'est écrasé dans les eaux peu profondes de la péninsule du Yucatan. L'impact a été si puissant qu'il a laissé sa signature sur le visage de la planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait creusé des méga-ondulations dans la croûte terrestre dans la région de l'actuelle Louisiane centrale. Mais de tels événements dévastateurs, lorsqu'un objet aussi grand menace les habitants de la Terre, se produisent très rarement, une fois tous les quelques millions d'années. Les roches spatiales de moins de 24 mètres brûlent généralement dans l'atmosphère de notre planète, ne causant que peu ou pas de dégâts. Si un météorite rocheux d'un diamètre supérieur à 24 mètres mais inférieur à 800 mètres venait à frapper la Terre, il causerait des dégâts locaux dans la zone d'impact. Quant à un rocher spatial d'un diamètre supérieur à 800 mètres, il aurait probablement des effets à l'échelle mondiale. Et ces corps spatiaux ne sont même pas les plus grands qui existent. À titre de comparaison, les astéroïdes qui peuplent la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter peuvent mesurer jusqu'à 933 km de diamètre. Mais tu peux respirer, ils sont trop éloignés et ne représentent aucune menace pour notre planète. Nos scientifiques en apprennent toujours plus sur les astéroïdes et les comètes dangereux. Ils ont même créé un bureau de coordination de la défense planétaire, PDCO. Ce bureau veille à ce que les objets potentiellement dangereux soient détectés le plus tôt possible. Un objet est considéré comme potentiellement dangereux si l'on prévoit que son orbite l'amènera à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre. Il doit également être suffisamment grand pour atteindre la surface de notre planète, plus de 30 mètres de diamètre. Il est intéressant de noter que l'impact d'une météorite n'est pas la pire chose à craindre. Certains scientifiques affirment que la chose la plus dangereuse est l'onde de choc produite par un météore qui se brise dans l'atmosphère. Par exemple, un météore, qui était à l'origine un astéroïde de la taille d'un immeuble de 6 étages, est entré dans l'atmosphère de notre planète en février 2013 et s'est brisé à 24 km au-dessus du sol. Cela a généré une onde de choc équivalente à une énorme explosion. La météorite qui s'est écrasée en Sibérie en 1908 était 10 fois plus puissante qu'un astéroïde. Elle s'est brisée en morceaux au-dessus de la rivière Tunguska en juin 1908, rasant 2000 km² de forêt.
Si la météorite n'avait pas été aussi énorme, cet événement serait passé inaperçu en raison de l'éloignement de l'endroit où il s'est produit. Heureusement. C'est donc une bonne chose que 90 à 95% des météorites ne survivent pas à leur chute dans l'atmosphère de notre planète. Seules celles qui sont composées de matériaux plus résistants parviennent jusqu'ici. On pense que la plupart des météorites proviennent de comètes, qui sont beaucoup plus fragiles que les astéroïdes. Il faut également tenir compte de la vitesse d'un météore. Si un météore s'approche de la Terre plus lentement, il a plus de chances de survivre à la collision avec l'atmosphère de notre planète. Cela signifie que le météore ne brûlera pas complètement et qu'une partie de ses restes atteindra le sol.